Bonsoir, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle conférence de Traverse qui sera consacrée à la police sociale. Voilà, alors je laisserai le texte vous dire de quoi je vais vous parler. Avant de commencer simplement, une petite promesse. Cet été, je vais essayer de vous livrer une vidéo par semaine dans les conférences de Traverse et je vous promets de choisir des sujets plus gais et plus riants, plus enthousiasmants que ceux qui concernent le maintien de l'ordre, la police, l'ordre intérieur, l'ordre extérieur, etc. Bref, toutes les conférences que j'emprunte à la première partie des conférences de Traverse, si vous allez regarder le plan sur le site internet dédié. Donc voilà, à partir de la prochaine fois, des conférences plus gaies, c'est promis. Bien, on commence. La police sociale. C'est le titre. Le champ et l'emprise de la police sociale est bien vaste et fait partie prenante de l'ordre des choses humaines. En traversant la France, on voit partout cette police en acte, on la sent partout et on l'intègre comme l'ordre normal des choses humaines. Voilà, on la sent partout, on l'intègre tant à nos représentations que la plupart du temps, on la présume partout comme l'ordre normal des choses. Notre aptitude naturelle à l'oubli, qui nous permet de vivre une vie sociale à peu près insouciante, nous permet de ne plus l'apercevoir, de ne pas avoir une pleine conscience de la pression que nous impose la police sociale. Ce que j'appelle police sociale, dans le fond, pourrait presque être nommé la police assurée par les services sociaux. Voilà, la police sociale, c'est la police des services sociaux. Pour le dire autrement, c'est le maintien de l'ordre social. Cette police est nettement moins visible et palpable que celle qui participe de l'uniformisation des pratiques au travail ou à travers les activités de consommation. La police sociale passe par exemple par les droits sociaux, par les allocations, par les logements sociaux accordés ou refusés, par les politiques sociales, par les politiques de la ville, etc., qui organisent, norment, structurent les vies quotidiennes. Bien. C'est aussi la pression sociale, par exemple, qui s'exerce à l'école, dans les relations entre les élèves ou aussi avec les enseignants, les proviseurs, les CPE. Il existe des personnels du maintien de l'ordre social, d'autant plus efficaces qu'ils ne sont pas forcément conscients de leur rôle réel, on pourrait dire de leur fonction sociale réelle. Professionnels de l'assistance sociale, enseignants, éducateurs spécialisés, gestionnaires de cas, CLIC ou Maya, évaluatrices, évaluateurs, professionnels des CCAS, gestionnaires des tutelles, etc. etc. Évidemment, les enseignants, j'ai déjà dit, toutes et tous peuvent être amenés à être les agents opérationnels d'un maintien de l'ordre social. Ce sont ces professionnels qui détermineront, non pas en fonction de leur bon vouloir, non pas en fonction de leur bon plaisir, mais en application de normes administratives, la vie des personnes prises en charge, ou encadrées, si vous préférez. C'est selon leur évaluation qu'on pourra rester chez soi, ou que l'on devra partir, que l'on aura droit à ceci ou à cela, que l'on pourra garder ses enfants ou pas, qu'on les verra partir loin de soi, placés, etc., qu'on aura de l'aide, qu'on n'en recevra pas. Bref, c'est toute la vie qui est colorée par leur action. Pour explorer ce thème de la police sociale, on va faire un espèce de trajet en croissant de lune en France, de Dijon à Montreuil, en passant par Vitry-le-François. Commençons par Dijon. Il y a plusieurs manières d'arriver à Dijon. Par la route, en venant de Dole, de Grès, d'Is-sur-Tille, de Beaune, de Pouilly en Auzois. En venant de Beaune, par exemple, la route est absolument charmante, à travers des coteaux bordés de noms de vins qui vous émoustillent le palais. On passe à Volnay, à Moret-Saint-Denis, Gevrey-Chambertin, Pommard n'était pas très loin en partant de Beaune. À vélo, on peut glisser le long du canal de Bourgogne, en entrant dans la ville par les abords feuillus du lac Kyr. À pied, par exemple, en descendant de Marsanais, puis par Chenauve, et puis ensuite en suivant le tram et ses coudes jusqu'au centre-ville. En train ou en bus, en s'expulsant de l'esplanade banale de la gare, on se projette au cœur de la ville par étapes successives, de plus en plus dense, jusqu'à par exemple cette
étrange église-théâtre qui s'appelle Saint-Jean de Dijon et qui forme peut-être le cœur de cette ville, ou d'autres me diraient que c'est le palais ducal, mais enfin, je ne suis pas de cet avis. Ah, toutes ces manières d'entrer ont leur charme, leur douceur propre. Et puis, il y a la pire des manières, du moins la pire que j'ai pu vivre. Appelé en urgence, je suis déposé par un TGV. Je sors de la gare, mais comme à l'envers, par une petite porte souterraine. Je tourne le dos à la ville et je remonte la ligne de train le long d'un boulevard laid. Naturellement, par un jour pareil, il fait gris et humide. Sur ce chemin, on n'entend que des voitures. Bruit indistinct et brutal qui artificialise le trajet. Dans un lieu pareil, dans un temps pareil, dans un moment pareil, on se sent au mieux un peu punk, au pire un peu déchet. On ne voit pas les bouts de jardin, les bouts de canaux qui pourraient en contrebas de ce boulevard rendre le trajet charmant. Ce jour-là, il n'y a rien de charmant. Je suis en quelque sorte dégueulé par ce boulevard dans un hôpital psychiatrique, le centre hospitalier de la Chartreuse. Nous y voici. Une personne de ma famille s'y trouve depuis quelques jours. Elle a été internée contre sa volonté. Elle m'a demandé de l'aider à sortir de là, et puis de lui apporter un peu de tabac et quelques friandises pour mieux supporter ce séjour forcé. Donc, je suis venu. Cette décision d'internement, la situation qui précède, ainsi que celles qui suivront dans les semaines à venir, les semaines qui suivent cette visite, impliquant entre autres la séparation avec son conjoint, la garde de ses enfants, la répartition de l'argent entre elle et son désormais ex-conjoint, le relogement de ce garçon, le contenu de l'éducation des enfants, leurs activités, leurs vacances. Tout cela a été discuté, négocié, sera discuté et négocié avec des représentants plus ou moins conscients de la police sociale. Entre autres, un éducateur spécialisé, des assistantes sociales, des professionnels du CNP, des infirmiers, des psychiatres, un juge aux affaires familiales, etc. En attendant, la situation est là. Cette femme a été maltraitée, elle s'est énervée, elle s'est, entre guillemets, dans le vocabulaire des autres, n'est-ce pas, de la police sociale, agitée. Elle a refusé sa situation, elle a gueulé, elle a dit ses 4 vérités, elle a débordé du cadre, elle a repoussé la camisole chimique. Elle a été dénoncée, évaluée et sans autre forme de procès, placée en hôpital psychiatrique. Il faut maintenant en sortir. C'est cet épisode que je veux décrire, dans toute son absurdité. Le bâtiment de l'hôpital psychiatrique est un peu défraîchi, mais relativement propre. L'architecture est banale, impersonnelle. C'est un lieu de privation de liberté, sobre et sans caractère. On entre par un sas, vous savez, on dirait ces portes successives dans des collèges années 80, quelque chose comme ça. On n'a pas le droit de sortir quand on est un patient. Le statut de patient n'est pas évident tant le personnel est débordé et n'apporte pas, à proprement parler, de soins. D'ailleurs, il est en grève, le personnel de cet hôpital psychiatrique, révolté par le sort imposé aux, entre guillemets, patients, du fait du manque de personnel et de la vétusté des installations. Il y a un peu partout, sur les murs défraîchis, des petites affichettes parlant de la grève. Bizarrement, ces panneaux semblent adressés à tous les passants, très très peu nombreux dans ce coin de Dijon, aux visiteurs, mais pas aux patients, qui sont pourtant les premiers concernés. Mais ces patients sont-ils encore des citoyens ? La question demeure posée. On n'a pas le droit de sortir, quand on est patient, évidemment. On partage sa turne avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Les cigarettes peuvent servir de mauvais d'échange. On reçoit des drogues, et notamment de la Abilify, qui semble avoir beaucoup de succès. Et pour ceux qui veulent sortir, on attend une consultation qui permettra de négocier cette sortie. L'ambiance ressemble un peu à une colonie de vacances carcérale, dans laquelle, certains sont enquistés, d'autres réfugiés, certains se protègent de l'extérieur à l'intérieur de cet hôpital, trouvent refuge en quelque sorte, et d'autres encore sont enfermés. Je viens parler à l'équipe médicale pour obtenir la sortie de cette personne de ma famille qui m'a demandé ce service. Je suis immédiatement reçu par un infirmier très sympathique et lui-même obtient rapidement pour moi un rendez-vous.
avec l'équipe, psychiatre, cadre infirmier, infirmier, aide-soignante, même les personnes qui s'occupent du ménage sont là. Je suis invité, seul, à négocier cette sortie. Je suis venu déguisé avec mon costard, cravate, gilet, etc. Ma mallette, évidemment, la plus belle. Tout mon vocabulaire de professionnel de l'évaluation des établissements hospitaliers, casquette qui m'arrive de porter notoirement en EHPAD. Donc j'ai, comme qui dirait, le vocabulaire qu'il faut. Et puis évidemment un soutien explicite aux revendications des grévistes. Donc avec ce déguisement, ce vocabulaire et ces revendications, d'une certaine manière, je suis bien armé. Je suis bien déguisé. Pas que je ne partage pas ces revendications, c'est pas du tout la question, mais vraiment j'essaie de maximiser la possibilité d'obtenir l'oreille et la sympathie des gens à qui je parle. D'autant que, une fois ces bases posées de solidarité, ce service surmenait à tout intérêt à laisser sortir des patients afin d'alléger les tâches d'une équipe surchargée de travail. La discussion menée avec la psychiatre est saisissante. Oui, cette personne est maintenue là contre son gré. Oui, elle est prise en charge avec un traitement dont on connaît plus précisément les effets secondaires que l'efficacité propre. Non, on n'a ni le temps ni le personnel nécessaire pour assurer un suivi et un traitement approfondi et personnalisé. Et oui, bien sûr, on peut laisser cette personne sortir si, moi, je me porte garant de son bon comportement. Faisons une pause sur cette dernière phrase. On laissera donc sortir cette personne de ma famille si je me porte garant en signant un document ad hoc, si je me porte garant de son bon comportement social, familial et médical, c'est-à-dire de la bonne prise de son traitement. Si je schématise, cela donne la figure suivante. La police sociale identifie un comportement anormal. Elle envoie l'individu en hôpital psychiatrique, lui imposant simultanément séparation d'avec ses enfants, privation de liberté, privation de mouvement et traitement chimique. On pourrait dire camisole chimique. L'hôpital psychiatrique accepte de libérer cette personne si un membre de la famille se porte garant. En d'autres termes, si un membre de la famille accepte de faire partie de la police sociale, assurant lui-même la surveillance. Quoi qu'il en soit, avant de négocier quoi que ce soit, cette femme doit accepter la camisole chimique pour avoir le droit de sortir. Cette camisole chimique fait aussi partie de la police sociale, la chimie étant ici garante de la norme. C'est elle qui est chargée de faire filet de vous, si vous me permettez l'expression. Bien. C'est ainsi. Et c'est assez pour cet épisode. Il est temps pour nous d'aller un peu plus loin et d'observer d'autres manifestations de la police sociale. Donc nous allons voguer vers le second exemple de police sociale, plus burlesque en un sens. En attendant, offrons-nous une respiration fluviale. De Dijon, on emprunte le canal de Bourgogne direction sud-ouest. De là, au fur et à mesure de cette ligne droite scandée par le rythme tranquille des écluses, on rejoint tranquillement la Saône. Le décor de la Saône rompt avec celui des canaux. Le long des canaux, la végétation est domestiquée, le terrain aplani et à intervalles réguliers, on croise de ces petites maisons d'éclusiers. C'est vraiment un espèce de pays de hobbit, à la fois domestiqué et très vert, très bucolique, et en même temps complètement antinaturel. Aussi naturel que peut être un canal, c'est-à-dire une tranchée réalisée par un travail humain. Bien. Le cours de la Saône nous permet de rejoindre le canal entre Champagne et Bourgogne. Et là, on vire plein nord. Le long du canal, on verra Langres, par exemple, ville dépeuplée, mais encore surprenante. On y trouve d'adorables maisons vides. Voilà, Langres, encore surprenante, perchée, fortifiée, glorieuse de son archevêché et de sa cathédrale dont le toit rappelle encore la Bourgogne. La Seine passe dans cette région-là. La forêt est presque tropicale dans ce coin. Et puis Chaumont, tout aussi perché, plus vivace, presque pétillant. Enfin, on voguera vers Saint-Dizier, et aux alentours de Vitry-le-François, nous trouverons, sur la rive du canal, entre Champagne et Bourgogne, un ancien hôtel. Remarquable notamment par la présence d'une antique station essence pour bateaux de passage. Arrêtons-nous là, car c'est là que reprend notre description de la police sociale.
Alors, en pensée, l'action va se passer au bord du canal, hein, mais en pensée, nous repartons dans le centre de Vitry-le-François, n'est-ce pas? Donc, dans le petit centre-ville de Vitry-le-François, près de la place du marché, se prépare un véritable raid dans la pampa vitriate. Ambiance western. 3 voitures sont là. Je suis embarqué dans un 4x4. Il y a dans les voitures l'air sombre et concentré. Une représentante du Conseil général, une représentante du SIAD, 2 représentantes de Famille Rurale, la coordinatrice du CLIC et moi-même, invités là pour poursuivre une enquête au plus près du terrain. Je donne des détails dans le texte en ligne. Notre-Dame de Vitry, la cathédrale qui est derrière, qui demeure tout près, regarde cet équipé d'un air circonspect. Mais le convoi s'ébranle. Il n'y a pas de sirène sur ces voitures-là, mais on les entendrait presque hurler. Le convoi sort de la ville, emprunte une bretelle et surgit devant l'hôtel fermé, ancienne pompe à essence sur le bord du canal. Les freins crissent, les moteurs vrombissent une dernière fois, l'équipé sort des voitures au milieu d'un nuage de poussière soulevé par ce débarquement, les portières claquent. L'équipé fait face à l'hôtel. Le combat peut commencer, car il faut faire lumière sur un faisceau de soupçons. Les propriétaires de l'hôtel fermé, très âgés et qui reçoivent de l'aide pour leur maintien à domicile, sont soupçonnés d'exploiter l'hôtel en douce. Ils sont soupçonnés d'utiliser les heures qui leur sont allouées, les heures d'aide de travail à domicile, pour faire fonctionner l'hôtel. La fille des propriétaires est soupçonnée d'organiser cette exploitation, même si elle vit en Belgique. Enfin, l'infirmière qui passe régulièrement pour assurer les soins du couple de propriétaires est soupçonnée d'exploiter sa situation pour faire une activité illégale de taxi non déclarée. Il y a eu des bruits, il y a eu des rumeurs, il y a des soupçons. L'équipé est venu sur les bords du canal pour remettre de l'ordre dans l'hôtel de l'Écluse. Ou de la station essence, si vous préférez. Un bel exercice de police sociale, ou pour reprendre le vocabulaire des professionnels, une réunion de coordination qui a pour but de réallouer des ressources à partir d'un soupçon de mauvaise allocation de ressources. Face à l'équipé déterminée se tient l'hôtel, le canal, les arbres. Une douceur et une beauté bien réelles, légèrement surannée, avec une sympathique tête de pont, puis une vieille pompe à essence. Les propriétaires, qu'on appellera monsieur et madame W, maintenant âgés, ont exploité l'hôtel et la station essence pour les bateaux de passage, ainsi qu'une boutique d'électroménager en ville. Ils sont désormais dans une situation financière difficile. Madame W souffre de la maladie d'Alzheimer, mais la maladie n'en est qu'à ses prémices, bien qu'elle soit relativement incapable de suivre la réunion qui va se produire chez elle. Monsieur W, qui est alerte psychologiquement, ne se déplace qu'avec d'extrêmes difficultés et il souffre de diverses pathologies qui le rendent extrêmement sensible aux variations de température. Pour cette réunion de coordination, la fille de monsieur et madame W est là, elle a fait le voyage depuis Bruxelles. La cuisinière et la femme de ménage, celle dont on soupçonne qu'elle travaille en réalité pour un fonctionnement de l'hôtel, sont aussi présentes dans la demeure, mais elles ne sont pas conviées à la réunion. Cette mise en ordre, autour de nos petits vieux, il y a donc entre 7 et 9 personnes dans un contexte largement inamical. En tout cas, une atmosphère de soupçon. Cette mise en ordre est tendue. Le nombre fait violence. 6 nouveaux visages ont surgi dans l'univers paisible de monsieur et madame W, et des voix se font entendre, posent des questions, insinuent, suggèrent et pressent nos 2 vieux qui marquent le coup. Monsieur W perdra rapidement ses nerfs. Dans le salon feutré de l'hôtel, aujourd'hui encombré d'appareils électroménagers issus de leur ancien commerce, la pression se tourne vers la fille de monsieur et madame W venus exprès de Belgique pour cette séance. Elle ne comprend pas ce qu'on lui reproche. Elle vit en Belgique et consacre du temps et de l'argent à ses parents. Elle leur donne 200 € chaque mois pour compléter leurs maigres revenus. Il y a d'occasionnels visiteurs de l'hôtel qui est désormais effectivement fermé. Ce sont des habitués du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle qui passent par là. Ils demandent l'hospitalité et elle leur est offerte. La fille de monsieur et madame W se fait effectivement gentiment escroquer par une infirmière qui facture des déplacements comme si elle était un taxi, ambulancière ou VSL, mais elle y gagne et l'infirmière y gagne aussi. Une veille sur cette activité est néanmoins collectivement décidée par les travailleuses du secteur médico-social. On lui fera savoir qu'on sait, afin d'exercer sur elle une pression
discrète. Suite à cette grande mobilisation d'énergie, à ce grand rassemblement dans une tension originellement quasi-dramatique, la décision collégiale tombe et le soufflet se dégonfle. Vu la distance des magasins, on passera de 2 heures par semaine d'aide à 3 heures. 1 heure hebdomadaire de plus est donc accordée pour le travail de la femme de ménage et de la dame qui aide à la cuisine. Pendant ce temps, M. W se plaint régulièrement qu'il a froid à cause des courants d'air. La cuisinière cuisine et la femme de ménage fait le ménage. La cuisinière vient chercher M. W et le ramène dans sa chambre avant de lui apporter un thé chaud. Cette chambre, d'habitude, il ne la quittait presque plus. Et l'équipé réembarque dans les voitures. Les moteurs vrombissent, les freins crissent, la poussière est soulevée et le vieil hôtel retrouve sa quiétude le long du canal entre Champagne et Bourgogne. La justice a été rendue. Ouais. Et vous voyez, cet équipé-là, c'est aussi de la police sociale. Il y aurait 1000 autres exemples de police sociale, mais nous nous limiterons à un dernier exemple, à Montreuil. Dans un centre d'accueil d'urgence, Rome, décrit beaucoup plus avant dans la conférence L'échec en politique, de Vitry, donc il nous faut prendre un corail hors d'âge, direction Gare de l'Est, à Paris, et puis de là, ligne 5, puis ligne 9, direction mairie de Montreuil, on prend le bus 121 jusqu'à la rue de la Montagne-Pierreuse. Alors il faut que je précise que ce terrain-là est réalisé en 2011, donc on se déplace à la fois dans l'espace et dans le temps. Voilà. Mais enfin, de Vitry, on a pris le corail, on arrive à Paris, on va à Montreuil, on va au fin fond de Montreuil, et là on descend, et on se rend rue de la Montagne-Pierreuse. Là il y a un terrain vague entouré d'une haute grille avec 60 caravanes au milieu, un box en Algeco pour les toilettes et les douches, un grand bureau en Algeco où travaille une association qui prend en charge ce centre d'accueil d'urgence. À gauche, il y a un autre terrain vague, à droite d'une décharge, derrière une départementale. Devant, il y a une cahute pour le gardien qui doit empêcher les sorties des Roms, entre guillemets, parce qu'en fait, ils sont quasiment... Enfin, aucun d'entre eux, en réalité, n'est Rom, entre 20h et 8h du matin, et contrôler les entrées et sorties pendant la journée. Donc, pour faire simple, il y a des latrines, une décharge, une route, et puis une guérite qui entoure un camp dans lequel sont entassées des personnes dans des caravanes. Bien. Dans la guérite dont je vous ai parlé, à l'entrée, pour surveiller les mouvements, il y a un gardien. Et le gardien, on l'appellera Joe. J'aurais pu vous décrire l'action des gens de l'association qui en fait, participent aussi de la police sociale, mais aujourd'hui, je préfère vous parler de Joe. Alors, Joe est camerounais. Il est grand. Il a environ 40 ans, il est costaud. Il porte un uniforme de type pompier. Il travaille dans une société de sécurité qui sous-traite la surveillance de ce centre financé par la mairie et la préfecture. Ce camp est théoriquement un centre d'insertion sociale et professionnelle, mais il est surveillé et les allées et venues contrôlées pour la bonne insertion sociale, qui bien évidemment n'a pas lieu, les personnes vivant là étant de plus en plus marginalisées. C'est des personnes que j'ai suivies pendant plus de 2 ans sur 3 ans d'existence du centre d'accueil d'urgence, donc je puis attester de ce fait. Revenons à Joe. Au début, il était mal aimé par les personnes vivant dans les caravanes, essentiellement des paysans roumains, qui, par racisme élémentaire, dont eux-mêmes souffraient d'ailleurs, mais enfin, par racisme élémentaire, le traitaient de babouin et imitaient des cris de singe quand ils le croisaient. Mais il a su gagner leur confiance, en jouant au football avec eux, avec les enfants, et puis parce qu'il était comme eux, très croyant. Il a fait le jeûne pendant le carême. Bref, contrôleur et contrôlé se sont mutuellement adoptés. Joe parle tout le temps avec son épouse au téléphone et avec sa famille au Cameroun. Joe est anxieux. Joe ne sait pas si sa situation va se régulariser. Pas qu'il soit sans papier, il a presque des papiers, mais pas vraiment, mais presque, ça doit être reconduit ou régularisé, c'est pas clair. Joe n'a pas envie d'être clair sur le sujet. En attendant, il contrôle. Il vérifie que ceux qui rentrent soient bien des résidents officiels, tamponnés, ou des visiteurs autorisés, comme moi, par exemple. Il vérifie que les jeunes enfants qui sortent bien pour aller à l'école. Ils n'en feront qu'à leur tête une fois dehors, mais peu importe.
Il vérifie qu'il n'y ait pas ou pas trop de trafic. Il applique honnêtement les directives de l'association qui est en charge de l'insertion sociale et professionnelle des entre guillemets Roms. Joe vérifie que les entrées ne correspondent pas à une pratique de prostitution qui pourrait prospérer à l'extérieur ou exclusivement à l'intérieur, mais enfin peu importe. Joe sait cela. Il fait ce qu'il peut. Il épaule une drôle d'équipe de travailleurs sociaux. Un poète, ancien cocaïnomane, une jeune femme qui sort de burn-out et refréquente les frontières de la dépression, un jeune homme appesanti par des accusations de harcèlement, un motard illuminé persuadé d'être embarqué dans un film de Kusturica, deux traducteurs, l'un roumain, ancien patron de boîte de nuit, et l'autre Rome unanimement détesté par les gens du camp, une responsable de l'insertion professionnelle, ancienne vendeuse de photocopieuses, et enfin la directrice caricature de paternalisme, matinée de colonialisme, revenant d'expériences humanitaires en Afrique. Mais Joe reçoit les ordres, Joe fait la police, Joe remine sa situation aux marges de la légalité. C'est ça aussi, la police sociale. Et cette police, derrière le décor du quotidien, comme on dit dans la chanson, c'est aussi ça la France, hein, c'est ça. C'est ça la France. Ah là là. Bon, et bien après toutes ces joyeusetés sur la police sociale, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une conférence de traverse qui sera joyeuse et gaie et enthousiasmante et où j'essaierai de mettre plus en avant et en valeur les lieux traversés. Salut tes joies!